À l'aube, le Colisée était déjà éveillé. Ses arches monumentales capturaient les premières lueurs pâles du matin, éclairant une pierre encore imprégnée du sang de la veille. Les taches n'avaient pas disparu durant la nuit. Elles s'accrochaient au mur comme des ombres, comme si la reine elle-même se souvenait de chaque cri. L'air était lourd, saturé de fer, de sueur et de décomposition. Rome entamait une nouvelle journée, et le Colisée se préparait à se nourrir. Sous les gradins, la vie s'organisait avec une efficacité brutale. Les marchands criaient déjà pour attirer l'attention, disposant olives, pain dur et vin coupé d'eau pour une foule qui n'était pas encore entrée. Ce n'était pas une préparation à la fête, c'était une préparation à la consommation. Le public mangerait, boirait et regarderait d'autres mourir. Derrière les lourdes grilles de fer, les dresseurs poussaient des animaux affamés vers leur position. Des lions aux côtes saillantes tournaient en rond, grognant de confusion et de rage. Des panthères griffaient les barreaux jusqu'à faire résonner le métal et couler le sang. Des éléphants frappèrent le sol de leurs pattes massives, leur corps tremblant de peur et de fureur, comme s'ils pressentaient que la ville exigeait leur souffrance avant la fin du jour. Des tunnels souterrains montaient un son sec et reconnaissable entre tous, celui de l'acier frappant l'acier. Ce n'étaient pas des entraînements, c'étaient des vérifications. Des lames testées, des tranchants évalués, des armes préparées pour la chair. Chaque choc résonnait vers le haut, se mêlant au murmure sourd de la foule qui commençait à se rassembler à l'extérieur. Puis le son changea. Un bourdonnement lointain enfla progressivement, jusqu'à devenir un rugissement. Des dizaines de milliers de Romains affluèrent vers les gradins. Ils n'étaient pas venus par faim de nourriture, mais pour ce que leur empire avait perfectionné, mieux que tout autre dans l'histoire, la mort, mise en scène comme divertissement. L'arène romaine n'a jamais été un simple sport. Elle était un laboratoire de la cruauté. Les empereurs inondèrent le sable pour simuler des batailles navales. Ils affamaient volontairement les bêtes sauvages afin d'aiguiser l'attention. Ils forcèrent des prisonniers à rejouer des mythes célèbres dont l'issue était toujours la même. Des corps immobiles, abandonnés dans la poussière. Rien n'était laissé au hasard. Rien n'était excessif par erreur. Tout relevait d'une politique. La violence était profondément tissée dans le système de contrôle de Rome. Les acclamations qui montèrent des gradins n'étaient pas une excitation innocente. Elles étaient une loyauté rendue audible. Chaque cri confirmait le pouvoir de l'État. Applaudir, c'était appartenir. Se taire, c'était se mettre en danger. Aujourd'hui, nous entrons directement dans cette ombre. Voici les spectacles d'arène les plus brutaux et les plus inhumains jamais conçus par Rome. Des actes si extrêmes qu'ils ont repoussé les limites de la cruauté, même pour un empire bâti sur la conquête. Des rituels funéraires baignés de sang aux exécutions déguisées en théâtre, voici comment Rome transforma la souffrance en applaudissement et appela cela civilisation. Ce qui avait commencé comme un rite devint une obsession. Ce qui relevait du devoir se mua en spectacle. Rome découvrit une arme plus puissante que ses légions ou ses lois. Le contrôle de la manière dont les hommes comprenaient la mort elle-même. Alors, prenez place. Les portes commencent à grincer. Le sable attend. Et la première histoire ne commence ni par la gloire, ni par des empereurs drapés de pourpre. Elle commence par un enterrement. Le premier combat de gladiateurs à Rome ne commença ni avec des empereurs, ni avec des arènes de marbre, ni avec des foules rugissantes. Il commença par des funérailles. En 264 avant notre ère, les fils de Decimus Junius Brutus Scaeva choisirent une manière singulière d'honorer leur père défunt. Ils n'érigèrent pas de statue, ils ne se contentèrent pas de prières. Dans le Forum Boarium, un marché aux bestiaux saturé d'odeurs de fumier et de fumée, ils armèrent 3 paires d'hommes, réduits en esclavage, et leur ordonnèrent de se battre jusqu'à la mort. Ce n'était pas un divertissement, c'était une obligation. Les Romains appelaient cela un munus, un devoir rendu aux morts. On croyait que le sang apaisait les esprits agités, qu'il nourrissait l'âme du défunt dans son passage vers l'au-delà. Cette idée était plus ancienne que Rome elle-même. En Campanie et dans plusieurs régions du sud de l'Italie, des guerriers avaient longtemps été sacrifiés sur les tombes de chefs tombés. Peu à peu, le massacre aléatoire se transforma en combat.
Les morts n'exigeaient plus des victimes choisies au hasard, mais des hommes sélectionnés pour leur force. La mort devint structurée. Les Samnites, ennemis farouches de la Rome primitive, pratiquaient régulièrement ces combats funéraires. Lorsque Rome les conquit, elle ne se contenta pas de prendre leurs terres ou leurs prisonniers, elle absorba leurs rituels. Les élites romaines, fascinées par la puissance de ces rites, les adoptèrent avec empressement. Quoi de plus efficace pour afficher la domination que de commander publiquement la vie et la mort? Enterrer un homme avec de l'or montrait la richesse. L'enterrer avec du sang prouvait le pouvoir. Au début, ces combats restaient rares et solennels. Les foules étaient là modestes, les affrontements brefs. Mais Rome apprit vite. Le sang attirait les regards, et les regards pouvaient être contrôlés. Dès le IIIe siècle avant notre ère, des hommes politiques ambitieux comprirent que ces rites pouvaient servir bien plus que les morts. Ils pouvaient stabiliser les vivants. Les combats de gladiateurs commencèrent à apparaître lors des fêtes religieuses, officiellement présentées comme des offrandes aux dieux. Jupiter était honoré. Mars était apaisé, mais le peuple savait. Il s'agissait de violences financées par l'État. L'armement lui-même devint un outil de propagande. Les premiers gladiateurs portèrent des équipements inspirés des ennemis vaincus par Rome. Le Samnite avec son lourd bouclier et son casque massif. Le Thrace avec sa lame recourbée. Le Gaulois avec son large glaive. Chaque combat rejouait les victoires de Rome à une échelle réduite. Chaque mort rappelait au public qui dominait le monde. Voir tomber un gladiateur, c'était voir Rome triompher une fois encore. À mesure que l'appétit grandissait, les lieux évoluaient. Les gradins de bois temporaires furent remplacés par des amphithéâtres permanents. La pierre remplaça le bois. Les capacités augmentèrent. Ce qui appartenait autrefois aux familles endeuillées devint la propriété de la République, puis de l'Empire. Le message était limpide. Rome ne se contentait pas de conquérir des nations. Elle commandait aux hommes, au corps, et même au sens de la mort elle-même. Personne, lors de ses premières funérailles, n'aurait pu imaginer ce que ce rituel allait devenir. Ce qui avait commencé comme un sacrifice se transforma en spectacle. Le devoir se mua en dépendance. Rome avait ouvert une porte qu'elle ne refermerait jamais. Et une fois que le sang devint un divertissement public, toute retenue disparut. La foule en voulait davantage. Le rugissement de la foule ne fut bientôt plus réservé aux hommes. Il tonna pour des bêtes arrachées aux confins les plus lointains du monde connu. Des lions venus d'Afrique du Nord, des léopards du Caucase, des crocodiles arrachés au Nil, même des girafes, forcées de traverser déserts et mers, arrivèrent à Rome non comme des merveilles de la nature, mais comme des proies. Les Romains appelaient ces spectacles des venationes, des chasses, mais il n'y avait là ni sport ni équité. Aucun équilibre, aucune échappatoire. C'étaient des rituels de domination, conçus pour prouver que l'Empire pouvait s'emparer du sauvage lui-même et le détruire pour le plaisir. Jules César donna le ton en 46, avant notre ère, en faisant défiler une girafe dans Rome, la première jamais vue en Europe. La foule ne sut comment la nommer. On l'appela Camelopardalis, moitié chameau, moitié léopard. Mais la curiosité céda rapidement la place à la cruauté. L'animal ne fut ni préservé ni étudié. Il fut jeté dans l'arène et mis en pièces. Le message était sans équivoque. Si Rome pouvait capturer les créatures les plus étranges de la terre, rien n'était hors de sa portée. Le massacre s'intensifia à une vitesse terrifiante. Lors de l'inauguration du Colisée en l'an 80, l'empereur Titus supervisa, selon les sources antiques, la mise à mort de plus de 9000 animaux durant un seul festival. Les traces archéologiques révélaient des os marqués par une famine délibérée. Les prédateurs étaient affaiblis à l'avance afin de garantir des spectacles rapides, violents et jamais décevants pour la foule. Même les éléphants, autrefois terreur des légions romaines sous Hannibal, furent poussés sur le sable et massacrés sous les acclamations. Leur taille n'inspirait plus la peur. Elle provoquait des applaudissements. Derrière chaque chasse se cachait une machine logistique immense. Les animaux devaient être capturés vivants, transportés à travers les continents, et maintenus en vie juste assez longtemps pour mourir à Rome.
Des caravanes traînèrent des cages à travers des déserts brûlants. Des navires transportèrent leurs cargaisons terrifiées le long du Nil et à travers la Méditerranée. Les dresseurs risquaient leur vie simplement pour livrer des trophées vivants. Voir une panthère à l'état sauvage était dangereux. La voir jaillir d'une cage devant 50 000 spectateurs hurlants, c'était le pouvoir rendu visible. Certains empereurs transformèrent ces chasses en théâtre personnel. Commode, obsédé par sa propre image, entra lui-même dans l'arène, vêtu comme Hercule. Il massacra des centaines d'animaux à l'aide d'arcs et de massues, tandis que les bêtes étaient enchaînées, blessées ou à demi affamées. La victoire était assurée. Les applaudissements étaient obligatoires. Le silence pouvait être mortel. Les auteurs antiques remarquèrent le prix de cette démesure. Pline, l'Ancien, avertissait déjà que des espèces rares disparaissaient de leur terre d'origine après des décennies de massacres romains. Lions, léopards, éléphants furent poussés vers l'extinction pour satisfaire l'appétit de nouveautés de l'Empire. Le Colisée n'était pas seulement un théâtre de la mort, c'était une catastrophe écologique. Mais l'extinction ne préoccupait pas Rome. Ce qui importait, c'était l'illusion d'un contrôle absolu. La nature elle-même avait été réduite à un accessoire, affamée et détruite pour divertir. Chaque carcasse abandonnée sur le sable répétait le même message. L'Empire régnait sur tout ce qui vivait. Lorsque l'on imagine les gladiateurs, on pense souvent à deux combattants équitablement armés, engagés dans un affrontement honorable. Rome prospérait sur l'inverse. L'arène était fondée sur le déséquilibre. Les combats étaient conçus pour humilier, surprendre et, surtout, garantir le sang. L'équité ennuyait. La cruauté fascinait. Nombre de victimes n'étaient même pas des combattants. Prisonniers, déserteurs et condamnés étaient traînés dans l'arène, affublés de costumes grotesques, munis d'armes en bois ou émoussés, puis poussés face à des gladiateurs professionnels, entraînés à tuer avec efficacité. La foule riait, tandis que les inexpérimentés se débattaient dans la terreur. Ce n'était pas une compétition. C'était une exécution déguisée en sport. Même les gladiateurs entraînés étaient piégés dans des affrontements soigneusement déséquilibrés. Les armes n'étaient pas choisies pour l'égalité, mais pour le drame. Le rhétière combattait avec un filet et un trident, légèrement protégé, exposé. Son adversaire, le sécutor, portait un casque lisse spécialement conçu pour dévier le filet. La victoire ne dépendait pas uniquement de l'habileté, mais du suspense. Le filet allait-il tomber, ou la lame frapperait-elle la première? Les Romains dévoraient cette tension, même lorsque l'issue était décidée à l'avance. Certains combats opposaient un homme à plusieurs adversaires. D'autres mettaient en scène des formations entières, transformant l'arène en champ de bataille miniature où les corps s'accumulaient en quelques instants. Lorsque la nouveauté s'épuisa, Rome alla plus loin. Les femmes aussi entrèrent dans l'arène. Au 1er siècle de notre ère apparurent les gladiatrices. Les auteurs romains les ridiculisaient, les jugeaient honteuses ou contre nature, mais les inscriptions et les reliefs sont sans équivoque. Elles combattaient réellement. Contre des animaux, contre des nains, parfois entre elles. Leur présence choquait le public, mais renforçait une vérité plus sombre encore. Personne n'échappait à la fin de spectacle de Rome. Même l'équipement devenait une forme de supplice. Certains casques réduisaient la vision au point que les combattants avançaient presque aveugles. D'autres étouffaient les sons, isolant les hommes dans un vacarme qu'ils percevaient à peine. Les armures lourdes transformaient l'épuisement en armes. Protection et châtiment se confondaient. La propagande restait omniprésente. Les gladiateurs étaient là souvent déguisés en barbares, contraints d'imiter les ennemis vaincus de Rome. Leur défaite programmée rassurait la foule. Résister était inutile. Rome gagnait toujours. Chaque déséquilibre, chaque innovation grotesque, chaque rôle déformé poursuivait le même objectif, maintenir le peuple choqué, docile et avide de davantage. Mais le pire restait à venir. Car à midi, le combat ne suffisait plus. À midi, le sable était déjà noir de sang. Les chasses du matin s'étaient achevées. La foule se déplaçait nerveusement sur les gradins. C'était l'instant que Rome réservait à autre chose. Quelque chose de plus définitif. Les Romains appelaient cela la damnatio ad bestias,
la condamnation aux bêtes. Ce n'était pas une peine exécutée après un véritable jugement. C'était du théâtre, avec une sentence de mort écrite à l'avance. Criminels, déserteurs, esclaves rebelles, prisonniers de guerre, tous étaient dépouillés, exhibés, puis poussés dans l'arène, sans armes, sans protection, sans possibilité de survie. Chaque exécution était adaptée au crime. Les voleurs étaient livrés aux loups, les incendiaires brûlés vifs, les traîtres dévorés par les lions. Rome appelait cela justice. Mais la justice suppose un choix. Ces victimes n'en avaient aucun. Les mises à mort étaient méticuleusement orchestrées. Les animaux étaient affamés jusqu'à la frénésie, puis relâchés à des moments précis pour maximiser la terreur. Des ours enchaînés dans des fosses surgissaient de soudain. Des léopards jaillissaient de cages dissimulées, leur vitesse transformant la panique en mort instantanée. L'incertitude électrisait la foule. La bête frapperait-elle immédiatement? Ou jouerait-elle avec sa proie? Parfois, la cruauté se drapait de culture. Les condamnés étaient forcés de rejouer des mythes qu'ils ne pouvaient pas survivre. Orphée, dont la musique avait jadis apaisé les bêtes sauvages, était mis en pièces au milieu de sa représentation. Prométhée, enchaîné, hurlait tandis que la chair était arrachée de ses os. Ce n'étaient plus des histoires, c'étaient des parodies baignées de sang. Rome transforma la mythologie en dérision, obligeant les victimes à jouer leur propre mort sous les applaudissements. La chair remplaçait les masques, la douleur remplaçait la poésie. Et puis vint la crucifixion. Empruntée à l'Orient, elle fut mise en scène ouvertement dans l'arène. Des hommes et des femmes étaient cloués au bois, tandis que des marchands vendèrent du vin et que des enfants regardaient. Le feu suivait. Les condamnés étaient vêtus de tuniques, imbibés de poix et enflammés, devenant des torches vivantes. Comme l'écrivit amèrement Tertullien, ils brûlaient pour que d'autres voient. Ces morts n'étaient pas conçues uniquement pour divertir. Elles étaient des avertissements. Défier Rome signifiait mourir lentement, publiquement et sans dignité. Certaines voix s'élevèrent. Sénèque dénonça les exécutions de midi, affirmant qu'elles endurcissaient l'âme, rendant les spectateurs plus cruels à chaque cri. Mais ces paroles se perdaient sous les rires et les acclamations. La foule n'était pas venue pour la clémence. Elle était venue pour la punition. Et Rome la livrait. La reine ne s'arrêta pas au sang et aux bêtes. Pour certains empereurs, elle devint un miroir, un lieu où se contempler comme des dieux. Jules César avait déjà brouillé la frontière en transformant les exécutions en spectacles de masse. Ses successeurs l'effacèrent totalement. Ils exigèrent non seulement la mort, mais une mise en scène d'une ampleur irréelle. Et Rome obéit. Les Naumachie, ces batailles navales simulées, inondèrent la ville de mers artificielles. En 46 avant notre ère, César ordonna le creusement d'un immense bassin près du Tibre et le remplit d'eau. De véritables navires y furent lancés. Des milliers d'hommes condamnés furent embarqués et sommés de combattre comme des flottes ennemies. Ils n'étaient pas des acteurs. Ils étaient des prisonniers sans issue. L'acier, les flèches et le feu teignirent l'eau de rouge sous les regards émerveillés de la foule. Auguste étendit cette démesure. En l'an 2 avant notre ère, il fit aménager un bassin de près de 2000 sur 1200 pieds romains, alimenté par un aqueduc spécialement construit. 30 navires de guerre s'y affrontèrent, chargés d'hommes qui ne quitteraient jamais les lieux vivants. Rome ne se contentait plus de mettre en scène la mort. Elle l'ingéniait. En l'an 52, l'empereur Claude poussa le spectacle au-delà du raisonnable, en drainant le lac Fucin pour une nouvelle hécatombe navale. Lorsque les condamnés crièrent « Ceux qui vont mourir te saluent », l'histoire retint l'une de ses phrases les plus glaçantes. Qu'elle ait été répétée ou désespérée, elle révélait la vérité de la reine. La vie réduite à un accessoire. La mort exigée comme salut, comme le feu revint comme élément de théâtre. Des condamnés étaient vêtus de tuniques imbibées de poix, puis enflammés, incarnant des héros voués à une fin légendaire. Hercule consumé par le poison. Mucius Scaevola prouvant sa loyauté par les flammes.
La foule riait, tandis que les cris remplacèrent les mythes. Même l'architecture devint complice. Sous le Colisée, des ingénieurs mirent en place des canaux capables d'inonder le sol de l'arène, puis de le drainer pour les combats du lendemain. L'eau, le feu, le sable, la chair, tout devenait outil. La cruauté se transforma en prouesse technique. À la fin du 1er siècle, les exécutions n'étaient plus des peines. Elles étaient des scénarios écrits avec une imagination perverse. Lors des jeux d'inauguration du Colisée en l'an 80, le poète Martial décrivit un acteur incarnant Orphée. Dans la légende, sa musique apaisait les bêtes. Dans l'arène, un ours fut libéré au milieu de la représentation et le mit en pièces. Un autre condamné jouait Dédale, brièvement élevé sur des ailes rudimentaires avant de s'écraser sur le sable, où les animaux achevèrent la scène. Le mythe s'effondrait dans la moquerie. La beauté était vidée de son sens. Les mises en scène les plus grotesques allèrent plus loin encore, détournant les légendes jusqu'à l'humiliation. Rome ne se contentait pas de tuer. Elle réécrivait ses propres récits avec des corps humains. Le pouvoir ne consistait plus à gouverner des hommes. Il consistait à commander l'imaginaire lui-même. Et au centre de tout cela se tenaient les empereurs. Caligula transforma la reine en caprice. Imprévisible et cruel, il aurait, selon les sources antiques, manqué d'animaux en plein spectacle et ordonné que des spectateurs soient arrachés des gradins pour les remplacer. Ils étaient venus voir la mort. Ils la devinrent. Dans le Colisée, la frontière entre public et victime pouvait disparaître en un instant. Néron, lui, traitait la reine comme une œuvre personnelle. Les prisonniers étaient costumés en héros tragiques et exécutés pour correspondre aux fins de ses propres pièces. Il appelait cela de l'art. Rome murmurait la folie. La scène devenait un prolongement de son ego. La souffrance un décor au service de sa vanité. Commode embrassa pleinement le spectacle. Déguisé en Hercule, il entra dans l'arène pour massacrer des animaux préalablement blessés ou affamés. Chaque victoire était facturée au trésor impérial. Chaque applaudissement était exigé. L'admiration avait laissé place à la peur. Applaudir n'était plus un choix, mais une nécessité pour survivre. Même les empereurs réputés vertueux ne furent pas innocents. Trajan, souvent célébré comme juste, organisa 103 jours de jeu pour fêter ses victoires. Des milliers d'hommes et de bêtes moururent pour que Rome puisse applaudir plus longtemps. La reine amplifiait tout, l'orgueil, la paranoïa, le besoin de contrôle. Et, à la fin, elle exposa aussi les empereurs eux-mêmes. Caligula et Commode moururent violemment, retenus par l'histoire non pour leur gouvernement, mais pour leur théâtre sanglant. La scène qui les avait élevés révéla leur chute. Tous les Romains n'applaudissaient pas. Sous le tonnerre des acclamations, des voix plus discrètes consignaient une vérité différente. Philosophes, poètes et premiers chrétiens observèrent les jeux et n'y voyaient pas la force, mais la décomposition. Sénèque reconnaissait que les exécutions de midi l'endurcissaient lui-même. Chaque cri, chaque corps déchiré n'épurait pas l'âme, mais lui arrachait sa compassion. La violence, écrivait-il, ne restait pas enfermée dans l'arène. Elle débordait, s'infiltrait dans la vie quotidienne, apprenant aux citoyens à accepter la cruauté comme norme. Cicéron, des décennies plus tôt, exaltait le courage, mais condamnait la cruauté pour elle-même. Pourtant, même lui admettait la réalité politique. La foule exigeait des jeux comme preuve de générosité. Gouverner Rome signifiait nourrir l'appétit du peuple pour le sang. Pour les chrétiens, l'amphithéâtre devint à la fois un lieu de terreur et de témoignage. Ceux qui refusaient de renier leur foi étaient l'un livrés aux bêtes ou brûlés vifs, leur mort transformée en divertissement collectif. Tertullien dénonçait les jeux comme des semences de cruauté, une accusation portée contre un empire qui applaudissait l'injustice. Le coup n'était pas seulement moral. Il était économique. Les spectacles vidèrent les caisses de l'État. Les empereurs se ruinaient à vouloir surpasser leurs prédécesseurs. Ce qui avait été l'affirmation de la puissance devint un aveu de faiblesse. Mettre fin au jeu, c'était risquer l'émeute. Sur le plan culturel, Rome s'émoussa elle-même. Des citoyens, autrefois formés à la discipline et au devoir civique, en vinrent à réclamer du pain et des spectacles sans fin. Juvénal résuma cette dérive dans une formule amère devenue célèbre. Panem et circense.
Pour lui, cette soif de divertissement sanglant révélait jusqu'où Rome s'était éloignée de ses racines républicaines. À mesure que les frontières s'affaiblissaient et que les ressources se raréfiaient, les arènes commencèrent à se vider de leur sens. Au XXe siècle, le Colisée se dressait encore, immense et balafré, mais les rugissements avaient disparu. Le sable restait immobile. La machine de mort s'était tue. Les questions pourtant demeuraient. Une société qui s'entraîne à jouir de la souffrance peut-elle réellement durer? L'histoire semble répondre par la négative. Aujourd'hui, le Colisée domine toujours Rome, admiré pour son architecture, photographié pour sa beauté. Mais la pierre se souvient. En parcourant ses couloirs, on croit encore entendre l'écho du fer frappant le fer, le rugissement des bêtes, et 50 000 voix s'élevant à l'unisson. Les ruines sont faciles à admirer. Se rappeler leur fonction l'est beaucoup moins. Les jeux ne s'achevaient pas lorsque la foule quittait les gradins. Ils poursuivaient Rome, jusque dans ses rues, ses maisons et son avenir. Une société entraînée à applaudir la souffrance n'abandonne pas cet instinct aux portes de l'arène. Les spectacles remodelèrent de la manière dont les Romains comprenèrent la justice, le pouvoir et l'humanité elle-même. Lorsque la mort devint routinière, l'empathie fut perçue comme une faiblesse, la miséricorde comme une anomalie, et le silence comme une complicité. Les enfants qui avaient assisté aux exécutions devinrent des adultes qui les attendaient. Les soldats qui acclamaient dans les gradins apprirent à tuer sans hésitation sur des frontières lointaines. La frontière entre le spectacle public et la vie privée se dissout. La violence cessa d'être choquante. Elle devint familière. Même le langage se transforma. La mort fut adoucie en performance. Le meurtre devint divertissement. Les victimes cessèrent d'être des individus pour devenir des rôles, criminels, barbares, traîtres, hérétiques. Une fois dépouillée de toute identité, la souffrance devenait facile à consommer. Ce fut le plus grand accomplissement de Rome, et son échec le plus profond. L'Empire ne s'effondra pas uniquement sous les coups des barbares. Il s'effondra parce qu'il se vida de l'intérieur. Tandis que les ressources étaient englouties dans les spectacles, les frontières cédaient. Tandis que les empereurs poursuivaient des applaudissements plus forts, les institutions pourrissaient. Tandis que le peuple réclamait davantage de sang, il abandonnait toute responsabilité. L'arène apprit à Rome à détourner le regard de sa propre chute. Lorsque le christianisme s'imposa progressivement et que les jeux disparurent, ce ne fut pas parce que Rome était devenue soudainement compatissante. Ce fut parce que le système ne pouvait plus soutenir sa propre cruauté. La machine de mort coûtait trop cher. L'illusion d'une puissance infinie se fissurait. Pourtant, l'héritage ne s'éteignit jamais. Les sociétés modernes n'inondent plus leurs arènes de sang, mais la fin de spectacle demeure. La souffrance est encore mise en scène, emballée, consommée. L'humiliation, la colère, la destruction sont toujours récompensées par l'attention. Le Colisée n'a pas disparu. Il a changé de forme. C'est pour cela que ces ruines comptent encore. Elles ne sont pas seulement des vestiges de pierre. Elles sont des avertissements. La preuve que lorsqu'un divertissement se construit sur la déshumanisation, il transforme autant ceux qui regardent que ceux qui meurent.